Bien, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous allons nous poser trois grandes questions. Quelle valeur pour notre République? Quelle vision pour la France? Quel idéal de société pour notre République? Pour répondre à la première d'entre elles, j'ai le plaisir d'ouvrir cette seconde séquence relative aux études du laboratoire. Après une première étude que vous avez pu découvrir jeudi avec Benjamin Morel et Lauriane Rossi, nous avons souhaité vous réserver la primeur d'une étude inédite, et vous allez le voir absolument passionnante. Il s'agit du baromètre de la République. Un baromètre, c'est un outil de mesure qui permet d'évaluer une situation, une tendance, à différents moments. Il s'agit donc de la première édition d'une étude au long cours qui nous permettra de mesurer dans le temps le rapport des Français à la République et à ses valeurs. Permettez-moi de mentionner que cette étude Ipsos n'aurait pas pu être réalisée sans le soutien essentiel de nos partenaires, l'AFFAIRE par la voix de son président Gérard Beckerman qui est parmi nous, et de L'Oréal que nous remercions chaleureusement. L'étude sera publiée sur notre site et adressée à l'ensemble de nos membres dès la semaine prochaine. Pour vous présenter ces résultats, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Gallard, directeur d'études d'Ipsos BVA. Merci beaucoup Mathieu. Est-ce que vous voulez dire un petit mot d'abord pour commencer? Merci beaucoup au Laboratoire de la République pour l'opportunité d'avoir fait cette étude avec vous, une étude dont j'espère que les résultats vont vous intéresser, mais en tout cas qui sont, de mon point de vue, très éclairants. Au-delà même de la question qui est posée, à savoir le rapport entre les Français et la République, les valeurs républicaines, même sur l'état actuel de la société française. Je ne vais pas de toute façon rentrer dans les détails méthodologiques sur la manière dont on a fait l'étude. C'est une étude auprès d'un échantillon de 1000 Français, une étude représentative réalisée en ligne, comme la grande majorité des enquêtes que vous pouvez voir. Donc on va immédiatement, je pense, rentrer dans le détail des résultats. Entrons dans le vif du sujet tout de suite avec une première question. Quel est le rapport des Français vis-à-vis de la République, de ses valeurs et plus largement de la promesse républicaine? Est-ce que le constat est aussi sombre que certains discours publics peuvent le laisser penser? Ou est-ce qu'il y a des raisons d'espérer dans le lien entre les citoyens et la République? Alors effectivement, quand on regarde les résultats de l'enquête qui vont sans doute s'afficher, on voit qu'on s'est tout d'abord concentré sur les valeurs républicaines et notamment sur la devise républicaine. Quel est le rapport des Français aux trois termes de la devise républicaine: liberté, égalité, fraternité? On a d'abord posé une première question qui montre que ces trois thèmes font globalement, véritablement consensus dans l'opinion, puisqu'on a 95% des Français pour qui la liberté, c'est un thème qui est important. On en a les deux tiers, plus des deux tiers, 68%, qui jugent même qu'elle est très importante. Alors ça, c'est ce qu'on voit dans toutes les enquêtes qu'on peut faire sur le sujet depuis des décennies. Des trois termes, c'est systématiquement la liberté qui est finalement la valeur de la devise républicaine, qui est la plus chérie par les Français. Donc c'est absolument massif. Un petit peu derrière, on a l'égalité. 93% des Français jugent que c'est une valeur importante, dont 55%, quand même plus de la moitié, jugent qu'elle est très importante. Et puis, un peu plus en retrait quand même, on a une valeur qui, il est vrai, est peut-être un peu plus floue pour les Français, qui, de manière générale, est quand même moins utilisée dans le débat public par les dirigeants politiques aussi. La fraternité qui néanmoins obtient là aussi un très bon score, puisqu'on a 9 Français sur 10 qui jugent qu'elle est importante, dont près de la moitié, 46%, qu'elle est très importante. Et puis si on regarde un petit peu dans le détail, on voit qu'il y a ensuite par proximité partisane, c'est-à-dire par famille politique, c'est la slide suivante, on a des écarts mais qui sont pas massifs. Par exemple sur la question de la liberté, globalement, et là on a uniquement le pourcentage qui juge que c'est une valeur très importante. On a au minimum dans l'ensemble des familles politiques les deux tiers des sympathisants qui jugent que c'est un sujet très important. Un petit peu plus, c'est vrai, au PS, chez Renaissance, qu'au RN et à la France Insoumise, mais des écarts qui sont assez faibles. Sur l'égalité, qui est historiquement une valeur qui, il est vrai, est plus mise en avant par la gauche, du coup, évidemment, elle reste absolument centrale pour l'électorat de gauche, de la France Insoumise au Parti Socialiste, moins au centre, moins à droite, mais néanmoins, elle a aussi une importance dans ces électorats. Et sur la fraternité, on retrouve aussi certains écarts, mais malgré tout, on est sur des questions sur lesquelles il n'y a pas de différence massive entre les Français. Mais en revanche, et c'est un constat qu'on va quand même faire tout au long de l'étude, vous allez le voir, il y a une différence massive entre
l'importance que les Français prêtent à ces valeurs et la manière dont ils ont le sentiment qu'elles s'appliquent de manière concrète aujourd'hui en France. Puisque quand on leur demande s'ils diraient que la liberté, l'égalité, la fraternité correspondent bien à la situation actuelle du pays, de la société, là le constat est beaucoup plus négatif. Alors certes, on a un Français sur deux qui nous dit que la liberté, ça correspond bien à l'état actuel de la société. C'est mieux que la fraternité, 29%, c'est mieux que l'égalité, 28%, mais ça n'est qu'un Français sur deux. C'est quand même extrêmement faible, non seulement 12% qui jugent qu'elle correspond très bien à la situation actuelle de la société française. Et puis, effectivement, quand vous regardez le résultat pour les deux autres valeurs, la fraternité, l'égalité, là, on a des résultats qui sont extrêmement faibles. Et donc, on a ce paradoxe entre, d'un côté, des valeurs qui font consensus, globalement, dans l'opinion, qui sont jugées importantes, mais qui sont extrêmement peu présentes, au final, dans la vie quotidienne des Français. Et là encore, si on regarde en slide suivante, selon les familles politiques, on va trouver des écarts là qui sont un petit peu plus marqués, me semble-t-il, si les données apparaissent. Voilà, vous avez effectivement systématiquement les sympathisants du bloc central et notamment du bloc macroniste, Renaissance, le Modem, Horizon, qui forcément, puisque c'est un président de leur famille politique qui est au pouvoir, sont quand même plus optimiste sur la manière dont ces valeurs s'opérationnalisent dans la société française actuelle. Mais vous le voyez, même chez eux, certes, 77% d'entre eux jugent que la société française, voilà, dans la société, la liberté s'incarne bien, mais il y en a moins d'un sur deux qui jugent que la société française, elle est fraternelle, elle est égalitaire. Et dans les autres familles politiques, toutes, on est sur des résultats qui sont extrêmement faible. C'est vrai à la France Insoumise, c'est vrai au Rassemblement National, mais c'est vrai aussi quand même dans les familles politiques d'opposition plus modérées, à ELV, au PS, ou chez les sympathisants LR qui font partie de la coalition gouvernementale. C'est vrai aussi, et il ne faut jamais les oublier, chez tout au bout du graphique, les Français qui ne se sentent proches d'aucun parti et qui représentent un tiers de la population, donc qui représentent une partie extrêmement importante de la population. Est-ce qu'on peut faire le même constat ambivalent d'une adhésion aux valeurs, mais d'un mécontentement sur leur application quand on quitte le champ de la devise républicaine ? Oui, ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on s'est concentré dans une première partie, non plus sur la devise républicaine, mais sur les qualificatifs de la République française qui sont mentionnés directement dans la Constitution française. Alors, on s'est concentré sur ces qualificatifs avec d'abord une première étape qui nous paraissait importante. Est-ce que ces qualificatifs, ils sont compris par les Français? Ça n'est pas une évidence, parce que certes, on parle d'une république démocratique, d'une république sociale, c'est des éléments dont on peut voir à quoi ils font référence, mais déjà on sait, et on va le voir, que la laïcité, c'est un terme qui est un peu plus flou pour une partie des Français. Et puis c'est vrai qu'une république indivisible, on sent bien que pour une partie de l'opinion qui ne s'intéresse pas forcément de très près, tous les jours, au quotidien, au débat public, ça peut être un terme un peu flou. Alors, quand on voit les résultats, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. On a globalement entre les 2/3 et les 3/4 des Français qui nous disent qu'ils comprennent bien le fait que la République, elle est laïque, elle est démocratique, elle est indivisible, elle est sociale. C'est des chiffres qui sont importants, mais on en a quand même seulement un petit tiers à un quart qui jugent qu'ils le comprennent très bien. Et on a quand même une partie importante des Français qui nous disent qu'ils comprennent mal ce à quoi renvoient tous ces qualificatifs, dont certains, comme je le disais, a priori, sont quand même relativement facilement compréhensibles. Donc déjà, oui, on a des chiffres qui en apparence sont assez satisfaisants, mais qui déjà cachent quand même une certaine incompréhension d'une partie de l'opinion publique, voire même voilà, un certain éloignement vis-à-vis de ces valeurs qui sont extrêmement importantes. Si on passe à la slide suivante, on voit quand on se penche, c'est ce que je disais, certains de ces termes, ils peuvent être polysémiques dans le débat public et donc aux yeux d'une partie de l'opinion publique. Et on s'est concentré notamment sur cette notion de laïcité en demandant aux Français quels éléments définissaient à leurs yeux le mieux ce qu'était pour eux la laïcité en France aujourd'hui. Et on voit qu'il y a des écarts assez forts. Alors certes, arrive en tête assez nettement la liberté pour chacun de croire ou de ne pas croire et de pratiquer ou non une religion.
34% citent ces éléments, on en a 26% qui citent la séparation des religions et de l'État, 26% qui citent l'interdiction de l'expression religieuse dans certains lieux publics. Et ensuite, on a quand même un certain nombre de définitions qui répondent plus ou moins à ce qu'est effectivement la laïcité, mais qui certes sont plus minoritaires, mais qui néanmoins quand même correspondent à la vision d'une partie importante des Français. Et quand vous regardez là encore par famille politique, vous voyez qu'il peut y avoir des éléments intéressants et des écarts quand même assez nets entre les familles politiques. On voit par exemple que l'idée d'interdire l'expression religieuse dans les lieux publics, l'école, les services publics, c'est quand même une définition de la République qui est bien plus mise en avant par les sympathisants LR, par les sympathisants RN. On voit même par exemple qu'au RN, on a quand même quasiment un tiers de l'électorat RN qui nous dit que finalement la laïcité c'est avant tout un moyen de préserver l'identité culturelle et historique de la France, alors que dans d'autres familles politiques, ces éléments vont être beaucoup plus faibles. Donc c'est vrai que dès qu'on interroge sur la laïcité, en fait on interroge les Français sur quelque chose sur lequel ils mettent des définitions, ou en tout cas des sens qui peuvent être quand même assez différents, assez fluctuants. Donc évidemment, ça concerne la laïcité, mais quelque part, ce dont je parlais tout à l'heure, l'égalité, la liberté, on voit bien que c'est des éléments qui, là encore, peuvent renvoyer à des réalités qui sont différentes aux yeux de chaque Français selon leur sensibilité politique, selon leur positionnement social, selon leur génération, etc. Ensuite, si on passe à la slide suivante, toujours pour revenir sur ces 4 qualificatifs de la République française, on voit certes qu'ils sont globalement bien compris, pas forcément tant que ça, je le disais, mais malgré tout bien compris. En revanche, ils sont jugés, là encore, très importants. Une fois qu'on les a définis, parce que comme vous le voyez, on a mis aussi une petite définition de ce à quoi ils renvoyaient, en tout cas dans la Constitution, ils sont jugés importants puisqu'on a 89% des Français qui nous disent que le fait que la République soit démocratique, c'est important, et on est à 85% en bas sur le fait qu'elle soit laïque. On voit que globalement, il n'y a quasiment pas d'écart entre ces éléments. Donc ces 4 qualificatifs, ils renvoient à des choses extrêmement importantes, extrêmement fortes aux yeux des Français. Même constat que précédemment. Pour autant, et c'est la slide suivante, si on rentre dans le détail de savoir s'ils correspondent bien ou mal à ce qu'est la société française actuellement, là, le constat est le même. On a seulement un Français sur 2 qui nous dit que la République, elle est effectivement laïque aujourd'hui. Donc on voit que c'est une véritable question. Et on a le même quasiment pourcentage sur les autres éléments. Par exemple, seulement 46% des Français, c'est quand même extrêmement marquant, qui nous disent que le fait que la République soit démocratique, ça correspond bien à la situation du pays actuellement. Donc on voit qu'il y a quand même, là encore, cette très forte ambivalence entre des valeurs extrêmement importante, extrêmement valorisée, et pour autant une application concrète extrêmement faible aux yeux des Français. Et si on passe à la slide suivante, on voit que là encore, on a des différences très fortes selon les sensibilités politiques, mais globalement qui correspondent à ce à quoi on peut s'attendre au sein du bloc central. On est beaucoup plus en approbation de la manière dont ces valeurs s'appliquent concrètement aujourd'hui dans le champ politique. Sans doute parce qu'au sein du bloc central, on appartient à des catégories sociales qui sont plus intégrées, plus diplômées, plus aisées, et qui vont donc peut-être avoir au quotidien un rapport plus facile, plus fluide à ces valeurs et à la manière dont elles s'incarnent. Et puis aussi parce que tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, Emmanuel Macron appartenant à cette sensibilité et étant au pouvoir, ça les pousse à dire tout simplement qu'elles s'appliquent bien aujourd'hui dans la société française. Alors, les valeurs, ce ne sont pas que les valeurs républicaines, ce sont aussi de grands principes, de grandes notions qui font plus ou moins consensus dans la société, ceux-là même qui sont mis en avant par les acteurs du champ politique, intellectuel, social. Mathieu, pouvez-vous nous dire quelles sont les valeurs plébiscitées par les Français ? Tout à fait. Alors si effectivement on passe à la page suivante de la présentation, là on a effectivement listé un certain nombre de grandes valeurs qui ne sont pas des valeurs républicaines, mais qui sont des valeurs classiques qui peuvent répondre à des perceptions de la société, des choses, des éléments qui finalement animent les citoyens au quotidien. Ce qu'on voit, c'est que globalement, la plupart de ces valeurs, je ne vais pas évidemment toutes les citer, sont jugées importantes aux yeux des Français, avec tout en tête, on a la notion de justice, la notion de respect. 70% des Français jugent qu'elles sont très importantes, mais on a aussi l'honnêteté, la famille, l'ordre, le travail qui sont jugés
important, très important, par plus d'un Français sur deux. Donc là, on est vraiment sur des notions qui font véritablement consensus dans la société française. Mais même si on descend plus bas, on est systématiquement sur des valeurs qui sont globalement jugées extrêmement importantes par les Français, même si tout en bas, on voit que des valeurs comme le réalisme, la rationalité, peuvent quand même être un peu moins valorisées par une partie des Français, des citoyens, ce qui peut d'ailleurs expliquer peut-être une partie de la situation actuelle du pays. Et si on regarde ensuite la manière dont ça se structure, là encore par famille politique, dans la slide suivante, on voit là qu'il y a des écarts qui sont extrêmement importants. Évidemment, quand je vous parle là des valeurs qui arrivent en tête du classement, on sent bien qu'il y a quand même, avant tout, un certain nombre de valeurs qui sont traditionnellement, historiquement associés à la droite. La famille, l'ordre, le travail désormais depuis au moins Nicolas Sarkozy, une vingtaine d'années. Et donc évidemment, ça crée des différences assez fortes selon les sensibilités politiques. Au Rassemblement national notamment, on va particulièrement valoriser ces valeurs-là, alors qu'elles vont quand même être moins fortes, moins présentes à gauche, et notamment chez les sympathisants FI, chez les sympathisants écologistes aussi. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que même un certain nombre de valeurs ouais, enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Merci. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Parce que ce qui est important, c'est quand même ça. C'est de voir, là encore, le même constat, des valeurs qui sont toutes jugées très importantes par les Français, mais qui sont globalement jugées mal, voire très mal mises en place dans la société et dont ils jugent que les dirigeants politiques les défendent mal. On a certes 50% des Français qui nous disent que la famille, c'est une notion qui est bien défendue par les dirigeants politiques. On a 45% d'entre eux qui nous disent que la laïcité, elle est bien défendue, que 44% qui nous disent que la nation est bien défendue. Mais ensuite, on est systématiquement à 40% ou moins qui jugent que des notions aussi importantes que la justice, que le respect, que l'honnêteté, 28% seulement, sont bien défendues par les dirigeants politiques actuellement en France. Donc là, on a vraiment une illustration extrêmement forte, extrêmement marquante de ce qu'on sait déjà, mais quand même, là, c'est quand même particulièrement notable, ce décalage très fort entre les Français, les citoyens, et les dirigeants politiques, ou en tout cas la manière dont ils incarnent un certain nombre de valeurs. Et si on regarde en slide suivante, là encore, comment ça se répartit selon les familles politiques. C'est en slide suivante, je crois. Voilà, là, vous avez, là encore, une illustration de ce décalage. Vous avez évidemment, là encore, au sein des partis du bloc macroniste, une approbation de la manière dont les dirigeants politiques, de manière générale, mettent en place et défendent ces valeurs. En revanche, dans les autres partis, c'est beaucoup plus faible. C'est particulièrement faible dans les partis radicaux, au Rassemblement national, à la France insoumise. Et puis, vous avez des éléments quand même qui sont assez notables. Si vous regardez chez les sympathisants LR, où est-ce qu'ils se démarquent de la moyenne de la société française? C'est sur la manière dont ils jugent que les dirigeants politiques défendent avant tout la tolérance, la solidarité. Où est-ce que les sympathisants écologistes se démarquent? C'est sur la manière dont ils jugent que les dirigeants politiques défendent la famille, l'ordre. En fait, à chaque fois, c'est les éléments, les valeurs qui sont les moins valorisées dans ces familles politiques qui sont jugées être les mieux défendues. Donc on a ce paradoxe qui est que même ces chiffres-là, en fait, ne sont pas très positifs quand on les analyse dans le détail. Donc vraiment une fracture extrêmement forte entre les Français et les dirigeants politiques qui s'illustre ici. On voit qu'il y a un grand désarroi des Français vis-à-vis de l'utilisation de ces valeurs dans le champ politique et de leur application concrète dans la vie quotidienne. Et Mathieu, au-delà de ces valeurs entendues comme des mots, est-ce qu'il y a des actions, des principes, des institutions qui sont appréciées et respectées, ou est-ce que le désarroi des Français balaye tout? Alors quand on regarde effectivement, c'est en slide suivante, là on s'est concentré non plus sur des mots, mais sur des institutions, sur des socles en fait de ce qui fait le modèle républicain en France. On voit que là encore, le constat, il est assez net. La plupart des éléments qu'on a listés, ils sont jugés importants, voire même très importants pour les Français. Le refus de la violence dans la société, 95% jugent que c'est important, dont 67% qui jugent que c'est
très important. Donc certes, on est dans une société dans laquelle la violence, alors je ne sais pas si elle monte, mais en tout cas elle prend des formes qui sont parfois extrêmement radicales désormais, mais ça reste quelque chose qui est massivement rejeté par l'opinion publique. On a aussi des éléments du modèle social français qui arrivent très en tête de cette liste, le système de protection sociale, le système scolaire, les services publics forts aussi, qui sont un peu plus bas, mais qui sont quand même très présents. Tous ces éléments-là, aux yeux des Français, ils sont absolument importants, et on voit là qu'on entre déjà dans le cœur du problème actuel, puisque effectivement, pour résoudre les problèmes budgétaires, sans doute qu'il faut réformer ces éléments du modèle social, mais on voit à quel point, en même temps, ils suscitent un attachement très fort aux yeux des Français. Donc c'est la difficulté, sans doute, c'est la difficulté du moment. Autre élément qui véritablement suscite un attachement très fort des Français, c'est toutes les questions liées aux droits des femmes. On le voit, le droit à l'avortement pour toutes les femmes, l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce sont des éléments extrêmement valorisés. Là encore, je ne vais pas tout vous lister. La laïcité aussi, 88% des Français qui jugent que c'est important, dont un Français sur deux qui juge que c'est très important. Mais même quand on va plus bas dans le classement sur les droits des personnes LGBT, sur l'abolition de la peine de mort, sur des éléments plus culturels, sociétaux, on est quand même sur les 2/3 des Français qui jugent que ce sont des éléments importants. Donc on voit que tout ça, ça forme quand même un socle d'attachement et un socle qui fait relativement consensus dans la société française. Et si on va dans la slide suivante, on voit qu'il peut là encore y avoir des écarts entre les familles politiques, mais malgré tout, sur ces éléments, sur l'immense majorité des points qu'on a soulevés, ce consensus, il est totalement transpartisan. Il y a peu, voire pas d'écart entre les familles politiques. Donc tous ces éléments de nature sociale, de nature sociétale, de nature culturelle ou de refus de la violence, c'est des éléments qui véritablement sont consensuels dans la société française. Et ensuite, en slide suivante, on a posé aussi cette question qui nous paraissait intéressante, de savoir, aux yeux des Français, quelles devaient être les priorités pour l'avenir de la France. Alors, le graphique est peut-être pas évident à le lire comme ça, je m'en rends compte là, mais globalement, le gros point, on leur demandait de noter de 0 à 10, donc 0 voulant dire que ce sujet n'étant pas important du tout, 10 qu'il était extrêmement important pour l'avenir du pays. Le point noir, c'est le point moyen, la moyenne des Français. Et ensuite, il y a la déclinaison par famille politique aussi. Alors, on a, qui arrive très en tête, deux éléments. Le fait de réduire les tensions dans la société française, c'est ça qui arrive en tête. C'est aux yeux des Français la priorité numéro 1 à laquelle les dirigeants politiques, mais sans doute pas seulement d'ailleurs, doivent s'attacher. Et puis on a effectivement la situation économique et sociale du pays, toutes les questions liées au pouvoir d'achat, toutes les questions liées au chômage, à la croissance qui arrivent aussi très en tête. Ensuite, les questions liées à l'endettement aussi. Et ça, c'est un vrai constat très fort qu'on fait dans les enquêtes d'opinion depuis plusieurs mois. Il y a quelques mois encore, en tout cas un an, la question de l'endettement, du budget, elle était très marginale, dans les tréfonds vraiment des classements, et elle est désormais non pas en tête, mais en tout cas elle arrive en 3e, 4e position, ici 3e. Donc on voit que, alors si François Bayrou n'a sans doute pas réussi, en tout cas à ce stade, à faire partager ses solutions, ses pistes, en tout cas le constat, il est là, et il est désormais bien présent aux yeux des Français. Et puis, je ne vais pas là encore tout lister, mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a évidemment des différences très nettes selon les familles politiques, en fonction de l'importance qui est attribuée à ces différents éléments. Par exemple, vous voyez que, alors c'est plus bas dans le classement, mais sur l'avenir de l'Union européenne, on a par exemple des sympathisants ensemble, donc du bloc macroniste, qui jugent que c'est un sujet extrêmement important, alors que les sympathisants RN et FI jugent que c'est un sujet qui n'est peut-être pas marginal, mais qui en tout cas est relativement secondaire par rapport aux autres. Et puis dans la slide suivante, on a regardé l'importance de ces enjeux. Donc ça, c'est la ligne horizontale. Plus vous êtes vers alors je ne suis pas très bon pour ça, mais vers la droite du graphique, plus ce sujet est jugé important. Et puis au contraire, plus vous êtes vers le haut, plus vous jugez que les dirigeants politiques peuvent agir sur ce sujet. Et on voit que dans le cadran vert foncé, on a les 4 sujets qui sont les plus importants. C'est aussi
les sujets sur lesquels les Français jugent que les hommes politiques peuvent vraiment agir. C'est quand même un élément extrêmement important et qui n'était pas non plus évident de voir qu'aux yeux des Français, même dans le contexte politique actuel, ils jugent que les dirigeants politiques ont de véritables marges de manœuvre sur les questions économiques et sociales, sur les questions d'inégalité, sur les questions d'endettement et aussi et surtout, comme je le disais, sur les questions de tension dans la société française. Merci beaucoup Mathieu pour cette présentation. On peut l'applaudir. Pour réagir à ces résultats, je vous propose d'appeler sur scène deux grands témoins, en la personne du politologue Pascal Perrineau et du philosophe Pierre-Henri Tavoyot. Et pour modérer cet échange, j'ai le plaisir d'appeler la directrice de la rédaction du magazine Marianne, partenaire de notre événement, Madame Ève Seftel. Celui-là marche, très bien. J'ai envie de vous poser une première question assez simple. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce baromètre qui nous a été présenté par Mathieu Gallard? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, le résultat, le premier résultat qui vous a le plus frappé? Je ne sais pas, Pierre-Henri Tavoyot, si vous voulez commencer. Ça a été dit, merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, le point rassurant, on peut commencer par ça, l'inquiétude va venir après. Le point rassurant, c'est d'une certaine façon l'adhésion aux valeurs. Et on sent qu'il y a quand même sur les fondamentaux un accord assez général, au moins sur les intitulés. Ça, c'est quand même suffisamment positif pour être noté. Et donc, de ce point de vue-là, on peut se raccrocher ensemble dans notre vie commune sur les mots-clés de notre République, de notre devise et sur un certain nombre d'items. Simplement, en effet, deux points inquiétants sur les interprétations de ces différentes valeurs qui peuvent être très très différentes sur la question de la laïcité, sur la question de la justice. Là, il y a effectivement des écarts qui apparaissent qui sont assez notables. Et puis aussi, deuxième élément et deuxième élément d'inquiétude, sur la capacité des politiques à réaliser ce point. Et là, j'allais dire, les choses commencent à devenir véritablement inquiétantes parce qu'on a le sentiment, une fois cet accord général constaté, que de façon générale, les Français, alors qui sont les champions du monde ou presque du pessimisme, donc ça c'est pas une chose nouvelle, s'accordent à dire que la France est malade, ok, mais la maladie dont souffre la France n'est en fonction des camps politiques pas la même maladie, avec des écarts qui peuvent être très importants. Certains considèrent que c'est l'inégalité, que c'est un pays injuste, que c'est des... Ça me rappelle d'ailleurs une enquête du GEMAS, un groupe de sociologie de la Sorbonne qui avait fait, il y a quelques années, sur les représentations des inégalités en France. Les résultats sont très intéressants. Ce n'est pas les inégalités réelles, hein, c'est les représentations des inégalités. Première idée, nous vivons dans un pays très inégalitaire. Nous vivons dans un pays de plus en plus inégalitaire. Êtes-vous concerné vous-même par les inégalités? Non, tout va bien. Donc c'est un pessimisme qui est général, mais pas sur la situation. Quatrième remarque, les inégalités les plus scandaleuses sont les plus rares, notamment raciales, sexuelles, elles sont les plus rares. Et puis dans l'ordre de la justice, pour qu'un pays soit juste, il faut qu'au départ, on insiste sur les choses fondamentales, vitales, et là l'égalité doit être réalisée, c'est-à-dire l'habitat, la santé, l'éducation, qu'on reconnaisse les talents, deuxièmement, les mérites, et enfin qu'on laisse de la place aux talents. C'est très, très rationnel, mais avec une logique un peu binaire, c'est-à-dire une logique où fondamentalement nous sommes pessimistes, notre situation personnelle est correcte, et la contestation en quelque sorte se joue là. Donc c'est pas la même maladie pour tout le monde, c'est pas mais on retrouve, et ça sera ma dernière remarque ici pour introduire, on retrouve un point commun, c'est vraiment, et je pense que c'est le cœur de la crise de la démocratie, qui n'est pas une question de crise de représentation ou autre chose, c'est vraiment le constat de l'impuissance publique.
c'est-à-dire de l'incapacité d'agir, l'incapacité des politiques à agir. Et ça, je pense que c'est vraiment le cœur, là où tout le monde de nouveau se rejoint, c'est-à-dire, au fond, pourquoi voter pour des élus qui eux-mêmes avouent qu'ils ne peuvent rien faire. Voilà. Et ça, je pense que c'est le plus grand défi à résoudre dans les années qui viennent, dans les mois, dans les semaines qui viennent. À vous, Pascal Perrineau, qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Est-ce que vous êtes d'accord avec les constats dressés par Pierre-Henri Tavoyot, ou vous avez d'autres enseignements? Non, je partage largement ce que vient de dire Pierre-Henri sur le divorce qui existe entre ce qui peut nous rassurer, le fait qu'une immense majorité de Français, en effet, sont en harmonie à peu près avec l'ensemble des principes et des valeurs qui font la République française. Et la réalité, le degré d'effectivité de ces principes qui est considéré tout de même pas comme faible, comme très, très faible. C'est ça qui est préoccupant. Ce qui est très préoccupant, c'est l'ampleur du fossé entre des principes ouf auxquels les gens sont attachés, même si je vais nuancer ensuite, et la réalité, l'effectivité de ces principes dans la vie quotidienne, qui est essentielle pour nos concitoyens. Bon, ça, c'est un diagnostic, en effet, qui est inquiétant et qui montre l'ampleur, en effet, de la crise démocratique. Une chose, est-ce que ce n'est pas normal? Il y a toujours un écart par rapport à un idéal, parce que là, on parle de valeurs et d'idéaux. Bien sûr, c'est normal, mais ce qui est anormal, c'est l'ampleur. D'accord. Hein, c'est l'ampleur de l'écart. Alors, cette ampleur de l'écart, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, au mieux, que les Français considèrent que les représentants politiques sont inefficaces, ne servent principalement à rien. Au pire, qu'ils trahissent la promesse républicaine, que ce sont des traîtres à la promesse qui les porte à gauche, à droite et au centre. Et là, on voit bien comment il y a plus que de l'indifférence dans la première grille d'analyse. C'est une relative indifférence, scepticisme blasé qui l'emporte. Dans la seconde, attention, c'est de la haine. J'ai un collègue et un ami d'origine britannique à Sciences Po qui a écrit il y a quelques années un petit livre qui s'appelle The Hate of Politics, sur la haine de la politique. Et ce qui est très inquiétant dans les enquêtes, c'est que peu à peu, à l'indifférence et à la distance, s'est substituée la haine de la politique, qui d'ailleurs, j'allais dire, est le fonds de commerce favori des deux extrêmes, que ce soit LFI ou le Rassemblement national. Parce que, quelque part, ils n'en souffrent pas, ils s'en nourrissent. Ce que je disais il y a de nombreuses années, quand la France va mal et très mal, le Rassemblement national se porte bien et très bien. Donc pour eux, quelque part, cette haine ordinaire de la politique est devenue une très bonne nouvelle. Parce que c'est une des rares forces politiques, on le comprend quand on connaît la culture politique de ces courants d'idées, c'est une des rares forces politiques qui est capable de positiver le rejet de la politique, d'en faire une force et de la capter à son profit. Donc ça, c'est ce qui m'étonne, enfin ce que je retiens de cette enquête. Ce qui m'inquiète, ensuite, indépendamment du fait que l'abéance en tant que telle entre les principes et leur effectivité pose problème, surtout dans la mesure où les Français ont l'impression, à tort ou à raison, que ça devient une constante. Ce qui m'inquiète, c'est les tensions. Ce qu'on ressent dans cette enquête, c'est l'importance de la violence et des tensions. Mathieu le disait tout à l'heure, quand on demande l'attachement des Français, on le teste, sur 12 éléments importants pour la société. Le premier qui vient en tête de manière
mais massive, 95%, c'est le refus de la violence dans la société. Oui. Même chez LFI, 96%, ce qui est quand même assez étonnant parce que c'est quand même un de leurs moyens d'action aujourd'hui. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français ont peur d'une violence qu'ils sentent sourdre de partout et qu'ils sentent en eux-mêmes. Qu'ils sentent en eux-mêmes cette violence. Ils en sont les porteurs. Et la peur est toujours aussi... Je travaille en ce moment, je suis en train de finir un ouvrage sur les peurs françaises. La peur est toujours aussi une peur de soi-même. Mais cette peur, ce qui est très inquiétant, c'est qu'elle devient, et là on a quelques données comparatives dans d'autres enquêtes qu'on a faites d'ailleurs avec Ipsos, cette peur, ce qui est très inquiétant, ces peurs, elles deviennent, comment dire, les lunettes avec lesquelles les Français vivent la société. On en discutait tout à l'heure ensemble avec Pierre-Henri. La peur, je crois, est en train de devenir une idéologie. C'est-à-dire, c'est le rapport au monde au travers desquels les Français sont en train d'interpréter ce qui se passe. La peur est littéralement partout, les peurs sont littéralement partout, et ce sont les lunettes au travers desquelles les Français et les Françaises lisent les phénomènes sociaux, économiques, internationaux, politiques. Alors parfois, ils ont quelques raisons d'avoir peur, hein, mais la peur va bien au-delà de la dose raisonnable. Et, dernière remarque, dans la hiérarchie des enjeux importants pour la France, sur la notation, vous savez, de 0 à 10, que nous a présenté Mathieu Gallard tout à l'heure, le premier enjeu, c'est les tensions dans la société française. 8 points sur 10, quoi. C'est énorme. C'est-à-dire les Français sentent en effet qu'il y a une détention, des fractures, pas simplement économiques, sociales, la fameuse fracture territoriale dont on a tant parlé, mais que maintenant, cerise sur le gâteau, et la situation actuelle est là pour quelque part donner raison à leurs scénarios les plus tristes et les plus préoccupants, fracture politique, crise politique, avec l'image d'un monde politique qui, ça y est, maintenant, ne peut plus rien faire, est tétanisé. On se dit tous, à commencer par les politiques, on l'a vu hier, mais comment va-t-on en sortir? Et personne ne présente un scénario de sortie crédible ou désirable et crédible. Personne. Parce qu'on n'en est pas capable. Alors je dirais, attention à cela. Parce que quand je lisais cet été un collègue et ami du King's College à Londres, qui est un spécialiste de stratégie militaire. On en a parlé légèrement, d'ailleurs, je crois, dans un papier du Figaro, qui s'appelle David Betts, qui est un excellent spécialiste des problèmes de stratégie, mais qui aussi travaille beaucoup sur les guerres civiles. Oui, il a fait un article qui a eu beaucoup de retentissement. Il a fait deux articles. On en a parlé dans Marianne aussi. Voilà. Military Strategy, sur la guerre civile qui vient, avec le fait qu'il y aurait 90% de chances que la guerre civile éclate dans les pays européens. Il prend l'exemple de deux démocraties, la France et la Grande-Bretagne. Et avec une analyse extrêmement argumentée, il dit, voilà, il y a là deux lieux dans les démocraties occidentales, dont on se dit qu'elles sont complètement à l'abri de ce type de scénario, deux lieux où l'affrontement est probable et possible. Et quand on regarde certains fondamentaux de ces enquêtes, on se dit, oui, il y a les fondamentaux pour un affrontement. Pourquoi? Parce que quand des démocraties n'ont plus les moyens de réguler par le compromis, c'était quelque chose d'obsessionnel hier quand on écoutait tout le monde. Hein? Le compromis, il y a nécessité de faire le compromis, vous êtes de gauche, vous êtes de droite, mais on va faire compromis parce que c'est tellement grave, etc. Mais quand le compromis, le dialogue, la reconnaissance de l'altérité ne fonctionne plus ou donne l'impression de ne plus du tout fonctionner, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? La force. La force. Et là, si les Français rentrent peu à peu dans ce scénario, je veux dire, il faut bien voir qu'il peut y avoir des sorties de crise et de cumul de crise beaucoup plus
préoccupant que les pires des scénarios auxquels on s'attend. Vous voulez réagir, Oui, Cahors-Itaboyo ? c'est effectivement cette inquiétude. Peut-être un point de complément qui me paraît intéressant, c'est que le scénario de la guerre civile a un tout petit défaut, c'est qu'en général, quand il y a une guerre civile, il faut 2 camps bien identifiés. Or, ce que révèle la situation, c'est qu'il y a plutôt une fragmentation. Et donc, les frontières sont mouvantes. On le voit d'ailleurs dans le mouvement annoncé « Bloquons tout ». Probablement une émergence dans un camp plutôt souverainisme d'extrême droite, reprise ensuite par l'extrême gauche, soutien très probable, apparemment documenté, et je regrette qu'on n'en parle pas davantage, mais d'un certain nombre de puissances étrangères, ça paraît tout à fait logique, ce type de mouvement, il faut quand même, c'est très facile à augmenter sans être paranoïaque, mais je pense que là-dessus, on a suffisamment d'éléments qui permet de penser qu'effectivement, si on est un service secret russe ou un service secret chinois, on a quand même intérêt à gonfler ce type de mouvement. Donc, c'est très nébuleux, au fond, et ce qui rend le scénario de la guerre civile que tout le monde avance, peut-être pas exactement conforme à la situation dans laquelle on est. Parce que, encore une fois, on n'est pas très loin de la commémoration de la Saint-Barthélemy, les 2 camps étaient à peu près clairs, même s'il y avait un 3e camp. Là, les camps se rejoignent et sont diffus. Donc ça, je pense que c'est vraiment le point important. Mais vraiment, j'insiste aussi beaucoup sur le fait qu'à côté de cet examen des valeurs, effectivement, l'examen des peurs est un élément essentiel. La peur, dans notre société contemporaine, est ce qui fait sens, est ce qui fait lien, est ce qui fait programme. Et simplement, ce n'est pas les mêmes peurs. J'ai une question sur la question sociale, justement, dont on a quand même assez peu parlé ici. Plusieurs intervenants, je crois que Bruno Retailleau, Manuel Valls, ont dit qu'il y avait aujourd'hui, le clivage droite-gauche était dépassé au profit d'un clivage universaliste, communautariste. En réalité, on voit bien aujourd'hui qu'il ne l'est pas, puisque au cœur du blocage actuel, de la crise actuelle, on a cette question du clivage droite-gauche et d'un plan d'économie qui ne convient pas à une partie de la gauche, et pas seulement pour des questions, on va dire, de base politique, mais parce qu'il y a dans le pays aussi un mouvement, une colère sociale. Il y a Bloquons tout. Moi, j'ai passé beaucoup de temps sur les canaux télégrammes de différents groupes, y compris d'ailleurs en Saône-et-Loire. Il y a sûrement les Russes derrière qui vont, comme ils l'ont fait au moment des Gilets jaunes, jeter de l'huile sur le feu. Mais il y a tout simplement des revendications aussi très très basiques et qui reviennent et qu'on retrouve qui étaient déjà présentes au moment des Gilets jaunes, avec des mots d'ordre assez simples, que j'ai résumé d'ailleurs dans mon édito cette semaine, sur le sentiment d'injustice fiscale qui est très fort. Et ma question, vous dites, par exemple, Mathieu Gallard, vous avez relevé que, par exemple, il y avait un décalage, que le sentiment de décalage entre les valeurs et la réalité était bien moins fort dans le bloc central, puisque, par exemple, 69% des électeurs Renaissance pensent que la République est sociale. C'est beaucoup plus faible ailleurs, et notamment évidemment à gauche. Vous dites sans doute parce qu'ils appartiennent à des catégories plus favorisées, etc. Voilà, donc ma question c'est, est-ce que ce décalage-là, qui est pointé par ce baromètre, finalement n'est pas inquiétant, et est-ce pas là aussi une des causes de la crise démocratique, qui est cette forme de déni de la question sociale ou la question fiscale qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui? Qui veut répondre? Je peux très rapidement, c'est une certitude aujourd'hui que quand vous vous concentrez sur les enjeux économiques et sociaux, aux yeux des Français, c'est le cœur de leurs problèmes, c'est le cœur de leurs difficultés. Quand vous faites des classements, ce que tous les instituts font régulièrement, qu'est-ce qui arrive en tête des préoccupations des Français depuis des années? Ça devient vraiment très ennuyeux même de le répéter, c'est le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qui arrive en deuxième position? Alors ça va dépendre un peu des formulations, mais ça va être tout ce qui va avoir trait
à la protection sociale, au système de santé, au système d'éducation, aux services publics. C'est ces éléments-là. C'est le cas dans votre baromètre d'ailleurs. C'est parfaitement clair. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que va donner cette journée de mobilisation du 10 septembre, mais in fine, quand on se rappelle des Gilets jaunes, c'était quand même les éléments qui ressortaient le plus de leurs revendications, avec aussi l'élément démocratique. Il y avait le RIC aussi, qui était quand même très important. Donc c'est absolument certain. Qui est toujours présent là, en bloquant tout. Sans doute qu'il l'est. Donc c'est certain que cette dimension sociale, elle est absolument fondamentale aujourd'hui. Et comme vous le disiez tout à l'heure, je ne sais pas si, ce clivage économique et social, gauche-droite, je ne sais pas, parce que l'affrontement gauche-droite, il s'est aussi fait sur des dimensions plus culturelles, historiquement, la peine de mort, l'école, Mais en tout cas, cette dimension économique et sociale, elle reste, elle a toujours été, même en 2017, elle était importante. C'est juste qu'elle est venue se confronter à d'autres éléments. Je voulais juste peut-être rajouter un tout petit point, parce que j'ai écouté ce que vous avez dit, et je suis fondamentalement d'accord avec ce que vous dites. Le constat n'est pas très optimiste, je dois dire, quand on regarde le baromètre. On peut quand même prendre les choses de manière peut-être un petit peu différente, parce que c'est vrai qu'on peut regarder ces résultats, et on peut regarder la société française de manière générale, en la voyant comme étant fragmentée, archipélisée. Dit un de mes illustres collègues. On dit aussi beaucoup que cette société, elle est de plus en plus individualiste. Néanmoins, quand on regarde ces résultats, il y a quand même aussi de vrais sujets de consensus dans la société française. Il y a des sujets de consensus, on le disait, sur les valeurs républicaines. Alors, pas ce qu'elles incarnent forcément dans le détail, mais malgré tout sur les valeurs, sur les questions du modèle social, sur les questions de l'égalité homme-femme, sur beaucoup de choses, je ne vais même pas tout lister. Nous, il y a 2 ans, on avait fait une grosse étude sur 8000 personnes pour la CFDT, pour savoir quelle était la société idéale aux yeux des Français, en balayant un petit peu tous les sujets de la vie quotidienne, la famille, la consommation, le logement, les mobilités, mais aussi le système politique, le système social. Évidemment, il y avait des sujets qui clivaient, mais il y avait aussi des vrais sujets de consensus. Et je trouve que c'est quand même, quand on regarde, aussi un des éléments qui peut être rassurant quelque part dans la société actuelle quand on regarde cette étude, et quelque part la meilleure preuve de cette volonté de consensus, et peut-être d'ailleurs de cette volonté aussi de compromis dans la vie politique, c'est que, et vous le disiez, quand on regarde quel est le sujet qui doit être pris à bras-le-corps par les dirigeants politiques, le sujet prioritaire, c'est de réduire les tensions dans la société française. Donc ça montre bien qu'il y a quand même dans la société, malgré tout ce qu'on peut dire, aussi une volonté de faire davantage commun qu'actuellement on le lit. Et pour aller dans ce sens-là, c'est vrai que si on intègre cette enquête aux très très grandes enquêtes qu'on appelle les enquêtes valeurs, vous savez que depuis maintenant les années 70, les sociologues sous l'action de Engelhardt et quelques autres font des enquêtes valeurs au niveau mondial. Donc toutes les données sont en ligne, donc c'est quelque chose d'absolument gigantesque sur des millions de questionnaires. Et ces enquêtes qui portent sur tous les pays, alors justement, essaye de définir ce qu'est une valeur, ce qui est en soi d'ailleurs pas facile du tout, parce qu'il y a la valeur au sens économique, c'est ce qui a un prix. La valeur au sens sociologique et philosophique, c'est ce qui n'a aucun prix, c'est-à-dire ce qui fait qu'une vie mérite d'être vécue, ce qui n'est, comme on dit, pas négociable. Et une valeur, c'est ce qui fait que, effectivement, on est prêt à sacrifier un peu de son émotion, un peu de son utilité, un peu de son argent aussi, parce qu'on considère que c'est vraiment important et que sans ça, eh bien, la vie individuelle et collective n'a pas de sens. Donc c'est vraiment une définition très, très forte. Hein. Les valeurs, c'est même un philosophe qui, paraît-il, a inventé le mot valeur, c'est Nietzsche, mais dans un sens très, très particulier. Et ce qu'on dit d'ailleurs, le nihilisme, c'est quand on n'a pas de valeur. Alors pour Nietzsche, le nihilisme, c'est au contraire quand on croit qu'il y a des valeurs supérieures à la vie. C'est très, très différent. Mais le nihilisme, c'est quand il n'y a pas de valeur. De ce point de vue-là, nous ne sommes pas une société nihiliste. Et même d'ailleurs, dans ces enquêtes mondiales qui ont été faites, au niveau mondial, ce qui est très intéressant, c'est que la convergence des valeurs, alors, convergence qu'il faut regarder de manière très scrupuleuse, avec des espaces culturels qui sont malgré tout très différents, mais une convergence des valeurs. Et pour ce qui est de la France, depuis l'après-guerre, on assiste en effet à une grande convergence des valeurs, avec néanmoins des éléments qui témoignent d'une sorte de séparation. Alors ce n'est pas un point qui apparaît dans l'enquête, mais ce n'était pas l'objet. Un des événements et des éléments les plus notables des dernières années, et
c'est à voir ce qui va se passer par la suite, c'est qu'il y a une nouvelle divergence de valeurs qui apparaît, très forte, au sein de la classe des jeunes, entre les 16 et 24 ans, entre les hommes et les femmes. Ah oui. Voilà. Le gender gap, comme on dit. Le gender gap, et ça c'est quelque chose de très neuf sur les questions d'immigration, sur les questions de rapport à l'environnement, sur les questions du rapport au genre. On voit une divergence tout à fait inédite de valeurs entre les garçons et les filles. Avec, à partir de là, deux hypothèses pour la suite, et ça c'est vraiment un travail qui va nourrir les sociologies à venir, soit de se dire, ok, il faut bien que jeunesse se passe, cette divergence correspond à l'âge de la jeunesse, voilà, et ça va disparaître quand les gens vont se retrouver à 30 ans, c'est ce que disait Henry Kissinger à propos de la guerre des sexes, il disait la guerre des sexes n'aura pas lieu, il y a beaucoup trop de fraternisation avec l'ennemi, voilà. Bon, ben, la fraternisation avec l'ennemi arrivera aux environs de 30 ans et les choses vont se régler. Soit, deuxième hypothèse, ça se poursuit. Et on va avoir effectivement une distorsion comme elle existe en Corée du Sud ou à certains égards aux États-Unis. Juste, donc, il nous reste 5 minutes, donc si vous pouvez sur les valeurs, conclure, et puis comme ça, parce que je vous laisse le mot de la fin. Assez neuf. Merci. Pardon. J'ajouterais aussi le clivage générationnel sur la laïcité qui n'apparaît pas tellement dans le sondage. J'ai été étonnée de voir que 72% même des électeurs LFI étaient d'accord pour dire que la laïcité protégeait plutôt la liberté de conscience, etc., contre le reste qui disait qu'elle était répressive à l'égard des religions. Mais Pascal Perrineau, vous avez le mot de la fin, puisqu'on va devoir conclure. Faudrait voir ce qu'ils entendent par laïcité. On en parlait déjà un peu hier, d'ailleurs, ces fameux thèmes de laïcité ouverte, à partir du moment où l'ouverture est très forte dans la laïcité, est-ce que le principe continue à exister? C'est une question qu'on pourrait se poser légitimement. Moi, ce qui m'intéresse, vous parliez des... On est tout de même dans un contexte politique et social où on a une classe politique qui continue beaucoup à fonctionner avec des clivages qui sont des clivages anciens. Je ne dis pas que ce sont des clivages morts, mais ce sont des clivages anciens, en particulier le clivage gauche-droite, qui a connu lui-même d'ailleurs de très nombreuses recompositions. Mais bien au-delà de ce clivage gauche-droite, vous en parliez vous-même, il y a le clivage entre les universalistes et les communautaristes, et le combat républicain est bien au cœur de ce clivage. Il y a le clivage entre ceux qui croient encore aux vertus d'une société profondément ouverte, insérée intimement dans la globalisation, et ceux qui considèrent en effet que c'est allé beaucoup trop loin et que l'heure est revenue à de multiples protections en tout genre. Troisième clivage. Il y a le clivage que vient de mentionner Pierre-Henri, qui à mon avis est très important, parce qu'il s'articule sur un clivage naturel, avec de multiples guillemets, qu'est le clivage homme-femme, en particulier dans les nouvelles générations. Et je vous assure, je reviens de 2 mois d'enseignement dans une université américaine. Ce n'est pas de l'indifférence entre les jeunes hommes et les jeunes femmes. C'est de la haine. Il y a une forme d'hostilité qui, pour un homme de ma génération, est extrêmement troublant entre ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui sont en tous, entre quoi, mes étudiants, ils avaient entre 18 et 25 ans, qui est tout à fait impressionnant. Ces 2 mondes séparés qui sont en train de naître, comme ça se passe dans certaines sociétés. Regardez ce qui se passe en Corée aujourd'hui. Donc c'est pas, vous voyez, un fantasme d'un télo qui dit voilà, on va vers la guerre des sexes. Et puis ça se traduit pour l'électoraliste que je suis électoralement. Je regardais cet été les logiques de la victoire de Trump, et les logiques de la victoire de Trump, c'est aussi les jeunes hommes blancs, mais pas simplement, aussi les jeunes hommes latinos, les jeunes hommes asiatiques, etc. Et du côté des jeunes femmes, mais c'est complètement l'opposé. Donc il y a bien quelque chose là d'extrêmement fort auquel il va falloir se colter politiquement. Et puis il y a dans ces enquêtes passionnantes de l'EVS, European Value Survey, qui sont faites régulièrement, cette tension qui est impressionnante dans toutes nos sociétés entre, au fond, des citoyens, nous voulons de plus en plus de liberté privée, de liberté en tout genre, la liberté de choisir son sexe, la liberté de mourir quand on le veut, où on veut, etc.
Et puis, en même temps, et parfois chez les mêmes individus, toutes ces enquêtes montrent que monte sans cesse la demande d'ordre public. Parce que quelque part, ces citoyens qui sont avides de liberté privée, ils se rendent compte qu'avec des libertés privées, on ne fait plus société. Il n'y a plus le fameux lien social. Hein, et que donc, il faut bien tout de même que nous vivions ensemble. Quelles que soient nos différences, valoriser, assumer, monter au pinacle, etc. Hein, et il y a un besoin d'ordre public. Et l'harmonisation entre les deux est, à mon avis, un des grands défis des sociétés démocratiques et de nos sociétés dans les années qui viennent. Et là, pour l'instant, on a assez peu d'articulation. On a ceux qui se battent, on l'a vu sur le débat sur la fin de vie, toujours plus pour plus de liberté privée. Si j'ai envie de me suicider, je me suicide et foutez-moi la paix. Hein. Et puis ceux qui disent, attention, l'heure est venue du retour, et du retour vertical à l'ordre public. Et on a tous ces clivages. Aujourd'hui, la société française, comme la société allemande, comme bien d'autres, ce sont tous ces clivages. Mais il n'y a plus de principe unificateur. Jusqu'à une période récente, quand on prend le long terme, la politique était le monde qui donnait un principe unificateur et un sens à cette pluralité des clivages. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun principe unificateur. C'est la dissémination de tous ces conflits et donc les trouilles que ça suscite. Et attention aux entrepreneurs de peur. Hein? On va finir attention là-dessus. aux entrepreneurs de peur. Merci Pierre-Henri Tavoyot, Pascal Perrineau, Mathieu Gallard. Et on enchaîne. Je vous fais la transition. Quelle vision pour la France ?